J'aimerais dire que j'ai le cœur brisé. J'aimerais dire que son geste m'a dévasté, mais je ne peux pas. Pour être honnête, je me suis senti soulagé. Aurais-je voulu que tout soit différent? De tout mon cœur. Je l'aimais. Je tenais à elle. Je voulais construire une vie avec elle. Je voulais avoir des enfants avec elle et les élever ensemble dans l'amour et le bonheur, mais ce n'était pas le destin. Ça n'a pas toujours été comme ça. Nous avons vu une vie très heureuse et nous étions profondément amoureux, du moins je l'étais. Les détails de notre histoire importent peu, mais nous passions du temps ensemble, nous sortions ensemble, nous nous amusions, nous vivions de nombreuses aventures dans des lieux exotiques, et je pensais que nous aurions une vie longue et heureuse ensemble. Nous étions tous les deux jeunes, avions fait des études supérieures et avions bâti d'excellentes carrières bien rémunérées, offrant de belles perspectives d'évolution. Nous avions acheté une belle maison dans un quartier agréable et étions en bonne voie pour réaliser nos rêves. Linda est une femme belle et intelligente. Cependant, j'ai découvert qu'elle était aussi très manipulatrice et cruelle, prenant plaisir à infliger aux autres une souffrance émotionnelle intense dès qu'elle en avait envie. En bref, c'était une vraie garce. Si je devais me décrire, je dirais que je suis plus grand que la moyenne, beau et en excellente forme physique. Je ne suis pas un Adonis, mais je suis assurément en forme. Nous étions mariés depuis un peu plus de 3 ans lorsque tout a commencé à changer. Je croyais que nous partagions les mêmes valeurs, l'honnêteté, la compassion, la famille et la fidélité. Avant de nous marier, nous avions longuement discuté de l'importance d'être honnêtes l'un envers l'autre. Nous avions également discuté de l'importance de la fidélité dans nos vies et du fait que nous ne cautionnerions aucun acte d'infidélité. Nous avions aussi évoqué notre désir de fonder une famille. Nous n'avions pas encore décidé du nombre d'enfants que nous souhaitions, mais certainement pas moins de 2, après cela, nous déciderions si nous en voulions davantage. Pour choisir une maison, nous avons tenu compte de l'excellente réputation des écoles de notre quartier. Nos conversations avaient également abordé le moment de fonder une famille. Nous avions convenu que l'idéal serait de vivre ensemble pendant environ 3 ans avant d'avoir des enfants. Nous pensions que cela nous donnerait le temps de nous établir professionnellement et de faire des économies, surtout si Linda décidait de ne pas reprendre le travail après la naissance des enfants. Cependant, le moment venu, elle a préféré attendre un peu avant d'arrêter la contraception. Je n'y étais pas opposé, mais elle avait des idées très vagues sur le moment où nous fonderions une famille. Je n'ai pas insisté, mais je lui ai demandé pourquoi elle pensait que ce n'était pas encore le bon moment. Là encore, elle est restée très vague et n'a pas clairement expliqué pourquoi elle souhaitait attendre. J'étais déçu, mais je n'ai pas insisté davantage. J'étais prête à lui laisser le temps de réfléchir. Peu après cette conversation, d'autres choses ont commencé à changer. Tout s'est fait progressivement, mais c'était aussi cliché que toutes les histoires d'infidélité conjugale. Il a commencé à travailler tard, pas trop tard, mais quand même plus tard qu'avant. La raison invoquée était la promesse d'une promotion avec une belle augmentation et une prime. Pourtant, rien de concret n'a été dit. Puis vint la tristement célèbre « Girls Night Out » GNO. Elle affirmait que ces sorties lui permettaient de mieux connaître les femmes avec lesquelles elle travaillait, sur un plan plus personnel. Elle pensait que cela l'aiderait à décrocher la mystérieuse promotion pour laquelle elle postulait. Durant cette période, elle sembla commencer à s'habiller un peu mieux, de façon plus séduisante, et à prendre davantage soin de son apparence. Naturellement, tout cela n'avait pour seul but que de faire progresser sa carrière. Entre travailler tard, sortir avec des amis et passer plus de temps à la salle de sport, pour évacuer le stress, nous passions de moins en moins de temps ensemble. Son attitude envers moi a également commencé à changer. Cela a commencé par des remarques subtiles et des critiques légères. Rien d'excessif, juste que les commentaires négatifs étaient plus fréquents qu'avant, et formulés avec une pointe de dureté. De plus, ces commentaires portaient sur des choses qui n'avaient en réalité aucun rapport. Elle semblait faire tout ce qu'elle pouvait pour me blesser. À d'autres moments, elle était irrespectueuse. Je lui en ai parlé, mais elle attribuait toujours son comportement au stress lié à une promotion ou me disait que j'étais trop susceptible. Quand je lui ai fait remarquer des changements dans son comportement, elle a promis de s'améliorer, mais cela n'a jamais eu lieu. Quand je lui ai parlé plus durement de son attitude, elle s'est mise sur la défensive et ou a commencé à m'humilier ouvertement. Quand je le lui ai fait remarquer, elle a répondu par le silence. Ces montagnes russes émotionnelles étaient très éprouvantes pour moi. J'appréciais la communication, mais soit je n'en recevais aucune, soit elle était si négative que j'évitais parfois la confrontation directe. Cependant, il arrivait que les discussions dégénèrent en dispute.
À d'autres moments, son attitude était celle d'une indifférence totale. Elle agissait comme si mes sentiments et mes préoccupations ne la concernaient pas du tout. J'avais l'impression qu'elle jouait à un jeu pervers avec moi. Malgré tout, j'ai continué à essayer de lui parler, à essayer de lui faire comprendre ce qui se passait. Je lui envoyais des SMS et des emails, partageant mes pensées et mes sentiments. Je lui envoyais des cartes et des fleurs au travail. J'essayais d'organiser des dîners romantiques, je lui suggérais de faire de courts voyages ensemble et même une thérapie de couple. J'ai tout fait pour éviter que notre mariage ne se transforme en catastrophe. Je lui ai constamment fait part des problèmes tels que je les voyais, mais elle les niait simplement, prétendait que j'exagérais, ou promettait qu'elle changerait, mais, encore une fois, elle ne s'engageait jamais vraiment. Dans d'autres cas, ses attaques verbales étaient très cruelles. Ses attaques personnelles, surtout sur des sujets extrêmement privés que je lui avais confiés en exclusivité, étaient extrêmement blessantes. De plus, elle m'accusait de vouloir la contrôler, de ne pas vouloir sa réussite, etc. Tout cela était absurde. Au lieu de comprendre les dommages qu'elle causait à notre mariage et de reconnaître nos véritables problèmes, elle a commencé à travailler encore plus tard et à dîner rarement avec moi. Nous passions très peu de temps ensemble. Plusieurs de nos amis l'avaient aperçue dans des restaurants, des clubs et autres établissements, en compagnie de divers groupes de personnes, hommes et femmes. Une fois de plus, tout cela était justifié par la recherche d'une prétendue progression professionnelle. À d'autres occasions, elle a même nié avoir fréquenté les lieux où elle avait été vue. Elle le niait avec une insistance particulière lorsqu'elle était vue avec un autre homme. Seul un idiot aveugle n'aurait pas compris ce qui se passait. Après quelques mois de ce traitement terrible, de mensonges, de tromperies et de manque de communication de sa part, j'étais enfin prête pour l'événement décisif qui mettrait fin à ce mariage devenu profondément malheureux. Cependant, au lieu de provoquer une catastrophe majeure, de trouver des preuves accablantes de son infidélité ou de la surprendre au lit avec quelqu'un d'autre, j'ai réalisé quelque chose de très simple. Pourquoi diable essayais-je de sauver mon mariage avec cette méchante garce? Oui, je trouve son attitude envers moi épouvantable. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un, vouloir passer sa vie avec lui et en même temps le traiter avec un mépris et un manque de respect aussi flagrant. De plus, à ce moment-là, je n'avais plus aucun doute sur sa liaison extra-conjugale. De plus, nous n'avions pas eu de relations sexuelles au cours des dernières semaines, les excuses n'étaient pas convaincantes et j'avais tout simplement arrêté d'y croire. Nous avions des comptes séparés, un compte courant commun et un compte d'épargne commun. J'ai séparé une partie importante de ces comptes, transférant simplement ma part sur un compte séparé. Nous avions déjà chacun nos propres comptes de retraite 401K et comptes d'investissement, je n'avais donc aucune démarche à effectuer. J'ai ensuite demandé à l'avocat de traiter la demande de divorce et d'entamer les démarches nécessaires. De plus, nous n'avions pas eu de relations sexuelles ces dernières semaines. Ces justifications étaient peu convaincantes. J'ai ensuite demandé à mon avocat d'entamer officiellement une procédure de divorce. Entre-temps, j'avais organisé une mutation vers un autre bureau de mon entreprise, situé à l'autre bout des États-Unis. Mon entreprise compte de nombreuses succursales aux États-Unis et jouit d'une présence étendue, ce qui a facilité le déménagement. Je souhaitais simplement commencer une nouvelle vie et j'étais convaincu qu'un changement d'environnement me serait bénéfique. Mes parents étaient morts, mes amis les plus proches avaient déménagé à l'autre bout du pays, donc je n'avais plus rien pour me retenir dans cette ville. Dès que les papiers du divorce furent prêts, j'ai appelé Linda et lui ai demandé de rentrer car nous avions besoin de parler. Elle m'a répondu que j'étais le « roi du drame » et qu'elle serait rentrée vers 21h, ajoutant que nous pourrions parler à ce moment-là, si elle était d'humeur et pas trop fatiguée. J'ai insisté sur le fait qu'il était essentiel pour notre mariage qu'elle soit présente pour en discuter, mais elle a répondu sarcastiquement et a répété qu'elle n'arriverait pas avant 9h. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il trouverait probablement une excuse pour éviter la conversation. Entre-temps, j'avais déjà tout emballé et chargé mes affaires dans mon SUV. Hormis mes vêtements, je n'avais pas beaucoup d'effets personnels. J'avais laissé derrière moi tous les meubles, photos, objets de décoration et petits souvenirs que Linda et moi avions récupérés pendant le mariage. J'avais même organisé, par l'intermédiaire de mon entreprise, une mutation vers un autre bureau à l'autre bout des États-Unis. Je voulais simplement commencer une nouvelle vie et j'étais convaincu qu'un changement d'environnement me ferait du bien. Entre-temps, j'ai demandé à mon avocat de déposer immédiatement les papiers du divorce et de les lui signifier officiellement. J'avais déjà installé toutes mes affaires dans mon SUV, à part quelques vêtements, je n'avais pas beaucoup d'effets personnels. J'avais décidé de ne prendre aucun meuble, aucune photo,
ni aucun objet de ménage. J'ai tout laissé à Linda, n'emportant que mes affaires personnelles. Ce jour-là, j'avais également demandé aux fonctionnaires responsables de lui remettre personnellement les papiers du divorce, car je ne me souciais plus de savoir si elle était infidèle ou non. Je savais déjà qu'il était inutile de chercher d'autres preuves. Par précaution, j'avais versé une somme importante, transférant ma part de nos comptes chèques et d'épargne communs vers mon compte personnel. Comme nous avions déjà chacun notre propre compte de retraite, 401K, et nos propres comptes d'investissement, il n'y avait rien d'autre à faire. Tout ce que je possédais était déjà emballé dans mon SUV, et j'étais prêt à partir dès que la fin du mariage serait officialisée. Je n'ai rien fait qui aurait pu endommager la maison et provoquer une scène dramatique. Je n'en avais tout simplement pas la force. Je ne lui ai même pas laissé de mots. J'essayais de lui parler depuis des semaines, alors j'ai décidé que les papiers du divorce en diraient long. De plus, je n'avais plus rien à lui dire. À 18h, sans laisser de message, j'ai reçu confirmation de mon avocate que les papiers du divorce étaient prêts et seraient remis. Ces documents me semblaient suffisamment clairs. Après tout, j'avais déjà essayé de lui parler pendant des semaines, sans succès, et maintenant je n'avais plus rien à dire. À 6h du soir, j'ai tout chargé dans mon SUV et je me suis préparé à quitter ma ville natale. Je venais de commencer mon parcours lorsque j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais peu après, j'ai reçu un message m'informant que les papiers du divorce lui avaient été officiellement remis en mon absence et que Linda les avait reçus en main propre. Environ 10 minutes après le début du voyage, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Elle appelait d'un téléphone que je ne connaissais pas. Dès que j'ai vu le numéro inconnu, j'ai décidé de répondre quand même. Linda m'a dit que j'étais le roi du drame, mais que cette fois, elle était vraiment prête à parler. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à discuter et que je ne voyais donc aucune raison de répondre au téléphone. Je lui ai simplement conseillé de lire attentivement les papiers du divorce et de ne plus m'importuner. Ensuite, je suis monté dans mon SUV et j'ai quitté ma ville natale pour de bon. Environ 10 minutes après avoir quitté la ville, j'ai reçu un autre appel d'un numéro inconnu. Même s'il s'agissait d'un numéro inconnu, j'ai décidé de répondre. À l'autre bout du fil, j'ai entendu à nouveau la voix de Linda. Je ne l'ai même pas laissé parler et j'ai rapidement raccroché. Je n'avais plus rien à lui dire et je n'ai plus répondu à aucun appel. Fatigué, je me suis arrêté dans un motel pour me reposer. Dès que les messages sont arrivés, j'en ai immédiatement supprimé la plupart, sauf un. Le lendemain matin, j'ai vérifié mon téléphone et remarqué une multitude de messages vocaux et textuels. Je les ai tous supprimés, sauf celui de son père, et j'ai bloqué tous les numéros d'où ils provenaient. Après un petit encas, j'ai repris la route vers mon nouveau travail et mon nouveau domicile. En chemin, j'ai appelé son père et eu une brève conversation. Selon lui, Linda était dévastée par la situation. Je lui ai brièvement expliqué que j'avais essayé pendant des mois de la convaincre de me parler, mais qu'elle ne souhaitait pas résoudre les problèmes comme je les voyais. Je lui ai également clairement fait comprendre que j'étais au courant de sa liaison extra-conjugale et que cela était inacceptable pour moi. Son père m'a demandé des preuves, mais je lui ai répondu que je n'avais ni photo ni documents similaires. J'ai cependant précisé que j'étais absolument certain de son infidélité et que cela avait définitivement anéanti toute possibilité pour moi. Je lui ai également dit que je n'avais aucune intention de tenter une réconciliation. J'avais toujours eu une bonne relation avec lui, alors j'ai décidé de lui montrer du respect en lui parlant directement et en le laissant essayer de me convaincre de revenir, mais je lui ai dit clairement, ce qui est fait est fait. Finalement, il s'est senti mécontent et a commencé à se montrer hostile à mon égard. Plutôt que de réagir avec la même hostilité, je lui ai souhaité une vie heureuse et j'ai mis fin à l'appel. Au cours des semaines suivantes, j'ai reçu de nombreux appels et messages d'amis et de connaissances, mais je n'ai généralement pas répondu, ou très brièvement. Ils disaient tous que Linda était dévastée, mais j'avais l'impression qu'elle jouait la victime. Peut-être avait-elle sa propre vision de la réalité, mais cela n'avait plus d'importance pour moi. Elle et ses désirs ne m'intéressaient plus. Ma vie avec elle était finie. Mon avocat a évoqué la possibilité que le juge exige une thérapie de couple, mais une brève conférence téléphonique avec mon avocat, son avocat et le juge a rapidement rendu cette question caduque. J'avais clairement exposé ma position sur le mariage et une éventuelle réconciliation, soulignant également que je vivais désormais à des milliers de kilomètres d'elle. Compte tenu de cela, le juge a rejeté sa demande. Je n'ai jamais cru que Linda souhaitait vraiment la réconciliation. J'ai toujours pensé, et je le pense toujours, que tout cela n'était qu'une mascarade.
Il me semblait, une fois de plus, qu'elle aimait jouer les victimes. Comme je ne réponds jamais aux appels provenant de numéros qui ne figurent pas dans ma liste de contacts, je ne lui ai plus jamais parlé en personne. Elle a cependant réussi à me laisser quelques messages vocaux. Dès que j'ai reconnu sa voix, je les ai immédiatement supprimés, bloqué le numéro et, bien sûr, je n'ai jamais répondu. Elle a aussi essayé de m'envoyer des emails, mais dès que j'ai compris qu'ils venaient d'elle, j'ai bloqué l'adresse et les ai supprimés. Finalement, un peu plus de 6 mois après mon départ, j'ai reçu par courrier le jugement définitif de divorce. Après cela, je n'ai presque plus entendu parler de Linda. J'en entendais parler de temps en temps par des amis et des connaissances, mais en général, je l'écoutais poliment et ne demandais jamais de détails. Avec le temps, ils ont complètement cessé d'en parler. Je n'ai jamais compris ce qui lui était arrivé et ce qui l'avait conduite à me traiter ainsi. Son changement avait été brutal et atypique, du moins pour la personne que je connaissais. Peut-être avait-elle fait semblant tout au long de notre relation, et sa fausse façade avait-elle fini par s'effondrer, peut-être avait-elle développé un trouble mental, ou peut-être la perspective et la réalité de fonder une famille l'avaient-elle rendue folle, provoquant l'effondrement de notre mariage. Je ne le saurais jamais, mais j'ai accepté ma décision de ne plus essayer de comprendre pourquoi il m'a traité avec tant de manque de respect et d'amertume. Je sais que certains pourraient se demander pourquoi je n'ai pas essayé de brûler cette garce, mais honnêtement, je n'en avais ni l'envie ni la force. Essayer de tout arranger aurait pris trop de temps et d'énergie. Une fois que j'ai ouvert les yeux, je n'avais plus besoin de vengeance ni de preuve de son infidélité. Que allais-je prouver? De plus, peu m'importait de savoir qui avait raison ou tort à la fin de notre mariage. Si elle avait menti et dit au monde que c'était ma faute, quelle différence cela aurait-il fait? Je ne la laisserais plus me contrôler. De plus, je m'étais éloigné d'elle et de tous les habitants de cette ville. Peu m'importe ce qu'ils pensent de moi. J'ai simplement saisi l'occasion de prendre un nouveau départ, comme je le souhaitais et en avais besoin. Au final, bien vivre est la meilleure vengeance, et je vis certainement comme ça.